Bonjour, je m'appelle Franck Boutet. Je suis ingénieur et urbaniste. J'ai fondé une entreprise d'une trentaine de concepteurs, spécialistes des enjeux environnementaux. Alors, quand on parle de la ville, une idée assez courante consiste à dire que, face aux enjeux écologiques, la ville incarne le mal absolu, qu'un retour massif et généralisé à la campagne serait susceptible de répondre aux enjeux environnementaux et d'enrayer les dérèglements climatiques. C'est vrai qu'elle porte un certain nombre de fléaux: rupture du cycle de l'eau, imperméabilisation des sols, pollution de l'air, effondrement de la biodiversité, effet d'îlot de chaleur. Mais à mon sens, la ville est aussi une solution. On émet en moyenne 2 fois moins de carbone en ville qu'à la campagne, parce que c'est le sens même de la ville de mettre en commun et partager les infrastructures, les ressources et les services. Pour le logement par exemple, la surface moyenne par habitant est de 32 mètres carrés en ville contre 48 à la campagne, où il y a plus d'espace, plus de maisons individuelles. Cette mutualisation inhérente à la ville réduit de fait les émissions par habitant. Par ailleurs, nous savons désormais qu'il est urgent de préserver les terres fertiles et de lutter contre l'étalement urbain. Notre responsabilité quant à l'avenir de la ville se résume à une double question. Comment rendre les villes plus sobres en émissions carbone et comment les préparer efficacement au climat de demain. Parce qu'il nous faut tout faire pour limiter son impact, mais aussi agir pour la rendre plus agréable et plus désirable. Ces questions relèvent de 2 champs d'intervention bien différents. La sobriété en émissions carbone relève d'une stratégie d'atténuation. Et la préparation aux effets du réchauffement climatique relève de l'adaptation. L'atténuation, ce sont les comportements et les dispositifs qui œuvrent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout ce qu'on fait pour limiter l'impact de notre civilisation sur le dérèglement climatique. Notre seule marge de manœuvre, mais attention, ce n'est pas rien, est de faire tout notre possible pour réduire cet impact. Le problème, c'est que les stratégies d'atténuation se jouent à des échelles de décision gouvernementales et internationales. Elles sont longues à mettre en place, croisent des problématiques géopolitiques complexes et des intérêts économiques puissants. Elles nécessitent une forme d'altruisme. On ne décarbone pas directement et uniquement pour soi, mais pour les autres et la planète. Elles sont aussi difficiles à territorialiser. Élu d'une ville moyenne ou citoyen, comme vous et moi, comment je fais pour appliquer la stratégie nationale bas carbone, par exemple? C'est important, il faut le faire, mais c'est complexe, peu opérationnel et long à déployer. Et parallèlement, puisque le futur est déjà là et que le dérèglement climatique est en cours, nous devons travailler à l'adaptation de nos sociétés et de nos territoires, donc de nos villes. Tous les acteurs, habitants, usagers, professionnels de l'immobilier, urbanistes, architectes, paysagistes, élus, doivent travailler à l'adaptation des bâtiments, des espaces publics et des usages, pour leur permettre d'encaisser les épisodes caniculaires et autres aléas climatiques à venir. La ville est mal préparée à cela. Avec un rythme de renouvellement des espaces urbains d'environ 1% par an, on estime que 80% des bâtiments et espaces publics de 2050 existent en fait déjà. Or, on sait aujourd'hui que presque 100% de ces bâtiments ne sont pas adaptés aux conditions de demain. Lorsqu'on souhaite réduire les émissions de carbone en ville, il faut agir sur les différents gisements en actionnant 2 leviers en parallèle. Premièrement, le milieu physique, les bâtiments, les réseaux, les industries, les infrastructures de transport. Dans nos pays développés, tout cela est globalement déjà là. Pour le neuf, il faut travailler le carbone matière, c'est-à-dire maximiser l'apport de matières géosourcées et biosourcées. Mais surtout, il faut travailler à décarboner l'existant, par des réhabilitations qui tirent parti des forces des bâtiments et corrigent leurs faiblesses. Deuxièmement, le milieu humain, les usages, c'est la majeure partie de l'empreinte carbone d'un citadin. À Paris, par exemple, moins d'un quart de l'empreinte carbone est imputable au milieu physique, et donc 3/4 aux usages. Même si ici, environ 1/3 des émissions globales sont dues au transport aérien, surreprésenté dans la capitale. Donc il faut décarboner la ville comme mode de vie. Plus on est citadin, plus on prend l'avion, plus on mange mal, d'un point de vue carbone, en grande quantité carnée ou de provenance lointaine. Les usages sont souvent l'impensé de la décarbonation. C'est important de l'avoir en tête. Ainsi, on peut adapter les villes pour avoir envie de se passer de la voiture ou de s'alimenter local par une programmation incitative. Par ailleurs, les actions de décarbonation participent de la lutte contre les îlots de chaleur, autre enjeu majeur de l'adaptation des villes. Mais j'ai envie de pousser la réflexion plus loin, en se demandant où commence et où s'arrête la ville. La ville ne peut pas s'entendre uniquement du point de vue entité administrative. Est-ce vraiment la ville qui est responsable de ces émissions carbone ?
Ce n'est pas si simple. En effet, les émissions liées au milieu physique en ville sont plus faibles qu'à la campagne, on l'a dit. Mais quel est le poids carbone de ce que nous consommons en ville et qui vient d'ailleurs? En fait, il faudrait plutôt penser l'interdépendance territoriale. En effet, une ville ne fonctionne qu'avec son bassin fertile et réciproquement. Il faut donc envisager un équilibre entre consommation et production en s'appuyant sur de nouvelles coopérations territoriales. Décarboner la ville, c'est donc à la fois s'intéresser au milieu physique et humain, aux bâtiments, aux infrastructures, aux usages, mais c'est aussi repenser les équilibres territoriaux. Décarboner, ce n'est donc pas qu'une question technique. Pour engager les citoyens, il faudra un véritable projet social et politique qui appelle à de nouvelles gouvernances.